La difficulté dans cette mission-là de parler de LRGB, c'est que dans une classe comme aujourd'hui, il y en a qui sont un peu plus verts, il y en a qui connaissent pas tellement PixInsight, qui sont intéressés à poursuivre. Il y en a d'autres que ça fait des lunes qui en font. Et puis, une autre bonne proportion du monde qui est en quelque part entre les deux. Fait que j'ai essayé de tracer une ligne à peu près dans le milieu. Et j'ai surtout pris l'angle là, de quelqu'un qui a fait peut-être de la photo couleur avec un appareil One-Shot Color et qui songe à faire de l'imagerie en LRGB. Alors, c'est un petit peu l'approche que j'ai pris, comment faire la transition entre les deux, quelles sont les différences entre les deux types d'imagerie au niveau du rendement, au niveau de la capture, les stratégies de capture, puis au niveau du traitement. C'est clair qu'en une heure ou en une heure et quart, on on n'aura pas le temps de voir chaque commande en détail. Ce que je veux faire, c'est je veux surtout vous montrer le, la séquence des processus qu'on va faire dans le traitement sans nécessairement s'attarder sur chacun d'entre eux. Ça, il y a déjà des logiciels, il y a déjà des endroits où vous avez des références pour ça, puis en une heure, on n'aura pas le temps. Donc, je vais passer assez rapidement, mais on va quand même faire un cas réel, on va partir d'image brute, on va la traiter et on va faire une image finale avec ça en passant assez rapidement. Fait que je vais vous demander de garder vos questions au minimum si on veut finir à temps. Et puis à la fin, dépendant du temps qu'il nous restera, on prendra les questions, si c'est correct avec vous. Comme ça, au moins, on va s'assurer de capturer toute l'information. Alors, on entend souvent parler que les caméras mono ont une meilleure résolution que les caméras One-Shot Color, OSC. Alors, bon, voilà pourquoi. Dans une caméra couleur, il y a une matrice de Bayer. On voit ici que, par exemple, pour le rouge, il y a un pixel sur quatre finalement qui contient du vrai data, de l'information. La même chose pour le bleu. Et pour le vert, c'est 2 pixels sur quatre. Alors, donc 50% du data en vert, 25% en rouge et en bleu. Et pour passer à des pixels, si on regarde à droite, à une matrice complète où toute l'information couleur est là, il y a un processus de débayerisation qui vient faire des interpolations de valeurs entre les valeurs qu'on voit à gauche, par exemple, entre les 4 pixels R qui sont là, rouges, et pour avoir une matrice complète à droite, c'est des interpolations. Quelqu'un qui a mentionné ce matin, je me suis impliqué, qui disait que la différence est moins grande qu'avant, dans le sens que les interpolations qui sont faites sont bien meilleures qu'avant, mais ça arrivera jamais à une résolution complète là, d'un appareil mono. Alors, c'est un petit peu ça qui se passe. Alors, c'est la raison. Alors ici, dans ce cas-ci, on parle d'une matrice RGB parce que le premier pixel en haut à gauche, c'est le rouge. Ensuite, on a deux, si on fait en haut à gauche, en haut à droite, après ça, en bas à gauche, en bas à droite, on suit cette séquence-là, c'est RGB. C'est la configuration la plus connue. Il y en a d'autres. Il faut naturellement s'assurer de la connaître quand on fait le traitement couleur. Euh, alors, c'est ça que je voulais dire. Ceux qui veulent en profiter pour passer d'une caméra couleur à une caméra mono, pourquoi pas passer à une caméra 16 bits? Il y a des caméras ZWO ASI 2600, entre autres, les 6200, avec les nouveaux capteurs Sony, qui ont une bien meilleure gamme dynamique avec 16 bits plutôt que 12 bits. Autrement dit, chacun des pixels, au lieu d'avoir une valeur sur une 12 bits, comme on avait dans les autres caméras, de 0 à 4095, on passe de 0 à 65 535. Donc, les nuances, les tonalités sont beaucoup plus riches dans un capteur comme ça. Fait que si vous pensez passer d'une caméra couleur à une caméra mono, ben, c'est peut-être une bonne occasion de passer à une caméra 16 bits, puis c'est pas nécessairement plus cher. Ça fait des fichiers un petit peu plus gros, mais c'est pas un problème en soi. C'est bon pour ça? Alors, en LRGB, il y a le principe général, là, je pense que c'est fondamental là-dedans, puis je pense que Denis l'a souligné tantôt, c'est que toute la netteté de l'image provient de la couche luminance seulement. Donc, luminance, c'est la première lettre du L, LRGB, donc luminance, puis ensuite les trois couleurs, RGB, RVB en français, mais pour simplifier, on va appeler ça RGB, il n'y a personne qui va s'appliquer. Et les couches couleurs n'apportent vraiment que de l'information couleur. Aucune information de netteté là-dedans. Fait que ça dicte un petit peu l'approche qu'on va prendre au niveau de la capture, dans le sens qu'on va passer la majorité du temps, surtout les nuits claires et stables, à capturer de la luminance.
Fait que si on a une bonne nuit, pas de lune, stable, c'est de la luminance qu'on fait. La couleur, on peut attendre, on peut la faire un autre soir ou en fin de session, peu importe. Mais quand on a un ciel de qualité, on fait de la luminance. La couche couleur, elle fait, c'est vraiment juste pour ajouter ben, pas quelques nuances. Ça apporte la couleur, mais aucune information de netteté. Et quand on traite, quand on fait le traitement, le sharpening a lieu uniquement sur la luminance. Et même souvent, le flou, on va même parfois, c'est-à-dire le RGB, on va le flouter à l'occasion si on a des contaminations. Des fois que les couches RGB, si on le traite un petit peu trop, puis bon, il y a c'est bruité, on va même faire du flou et sans aucun problème pour la netteté d'image. Fait que ça, c'est la grosse distinction avec faire de la caméra, du one-shot color. C'est bon? Comme je disais, le bruit thermique des couches couleurs peut parfois contaminer l'image. C'est pour ça qu'il ne faut pas se gêner si on veut faire du flou à la fin pendant le traitement. Et puis, oui, c'est ça. Ça complète. Donc, l'impact sur la stratégie de capture, c'est ça, c'est qu'on va se concentrer sur les images en luminance, surtout sur les nuits de meilleures conditions. Et ça prend pas énormément de pauses en couleur pour ajouter de la couleur. Et ça n'a même pas besoin d'être la même durée. Dans mon cas, moi, je fais dans Luminance, je vais faire des 6 minutes. Bon, j'ai fait différents tests. Puis pour moi, dans mon cas, ça fonctionne bien. Il y en a qui font des 5 minutes, des 3 minutes, c'est pas le point. Mais en couleur, je fais des 2 minutes, c'est bien suffisant. Fait que c'est sûr que le signal n'est pas le même, mais il est suffisant pour ajouter l'information couleur qu'on a besoin. Donc, ceux qui disent, ouais, mais on fait du LRGB, ça prend 4 fois plus de temps, il n'y a pas assez de belles nuits au Québec. T'enregistres-tu? Oui, OK. je donc, c'est pas vrai, parce qu'on va consacrer au moins le trois quarts du temps à faire de la luminance, et puis le reste pour la couleur, c'est vraiment pas beaucoup. Regardez, par exemple, on peut réaliser une image de l'RGB en une nuit. Si on fait, disons, si vous capturez, disons, en 15 fois 2 minutes en trois couleurs, qui fait, euh, qui fait 30, bon, ça fait 30 minutes fois 3, ça fait 1 heure et demie. Et puis, le reste de la nuit avec le filtre luminance. Fait que si vous avez une nuit qui a 8 heures de noirceur, ça vous fait quand même pas mal de luminance. Donc, de dire que, ouais, mais ça prend 4 fois le nombre de nuits, c'est pas tout à fait vrai. C'est sûr qu'on n'arrive pas à faire 2 ou 3 images par nuit comme certains se plaisent à faire avec une caméra couleur, mais c'est ça. Fait que c'est un petit peu ça que la stratégie. Alors, et même si vous faites du traitement couleur, vous êtes peut-être pas tellement loin de ce que c'est un traitement mono, parce que pour améliorer le traitement d'une image couleur, one-shot color, ceux qui ont un petit peu plus d'expérience vont extraire la luminance au début du traitement et vont traiter la netteté, le sharpening sur la couche luminance et traiter le RGB séparément. Alors, la seule différence avec notre approche en caméra monochrome, c'est que, bon, on a toujours la luminance qu'on traite séparément. Le rouge, le vert, le bleu, après un minimum de calibration, on va la combiner pour faire une image RGB. Et on se retrouve quasiment avec le traitement qu'on a du côté gauche avec une image d'une caméra couleur. Alors, c'est ça. Euh, dans les, dans les prochains, les prochaines approches que je vais vous montrer, on utilise les plugins qui sont un petit peu, d'après moi, des incontournables là, de Ross Cronin, là, RC Astro, qui est le Blur Exterminator et voyons, Noise Exterminator puis le Star Exterminator. Ces trois-là, à mon avis, sont quasiment indispensables. Surtout le Blur Exterminator. Le Noise Exterminator, on peut, à la rigueur, avec certains traitements, on peut quasiment arriver au même résultat. Puis la même chose pour le Star Exterminator, avec des plugins là, comme StarNet Plus, on peut aussi arriver à faire presque aussi bien. Mais le Blur Exterminator, vraiment, il fait des miracles. Fait que dans l'approche que je vais vous montrer, on va utiliser ces trois-là, mais libre à vous de faire la substitution selon ce que vous utilisez. Aussi, je vais utiliser là-dedans deux petits scripts tout petits pour ajouter les étoiles après les avoir enlevés avec Star Exterminator. Puis ça aussi peut être remplacé par d'autres processus. Il y a des processus puis des scripts alternatifs qui existent, soit par CT Astro ou par d'autres. Et pour ajouter le H-alpha, ça aussi, il doit y avoir au moins une dizaine de recettes différentes sur le marché. Celle que moi j'utilise en tout cas, avec succès, je pense, là, c'est un petit script qui vient
de Ron Brasher, qui est l'astrodoc, qui est celui qui, avec, comment est-ce qu'il s'appelle? Warren Keller, qui font des conférences régulièrement. Moi, je fais partie de leur équipe, là, qui est Pix Insight, Masters of Pix Insight. Je suis abonné à ça. Et sont vraiment très bons. Alors, Ron Bratcher, il a sorti ce petit script-là, qui est très, très simple. On va le voir tantôt. Il y a juste deux variables. Puis ça fait la job, en tout cas, pour les galaxies. Alors, c'est sûr que si on fait oui, juste un instant. Si on fait un traitement sur des nébuleuses, puis on veut ajouter des autres couches, c'est une autre approche, là, mais c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais ça, Oui, juste une question. Le H1, on l'ajoute à quoi? Le Starless Image on ou l'ajoute, oui. au Oui, Starless? on OK, l'ajoute au c'est bon. Starless. Parfait. On va faire un petit exemple tantôt. Donc, c'est quelque chose qu'on fait à la toute fin. On va traiter l'image comme si on n'avait pas d'H-alpha. On fait notre image en LRGB et la toute dernière opération avant d'ajouter les étoiles, on va aller ajouter le H-alpha. C'est la séquence. OK? Alors, on va passer à PixInsight. Alors, ce qu'on va faire, puis j'ai été obligé de changer la résolution parce que normalement, je travaille sur un gros écran chez nous, puis quand on projette au club, c'est sur un écran géant. Fait que là, quand j'ai ouvert ça tantôt, c'était tout petit. Fait que j'ai essayé d'améliorer la résolution, là. Fait que, en tout cas, on va faire que ce qu'on peut. Alors, ce que j'ai ici à gauche, j'ai mes quatre images brutes. J'ai de la luminance ici, qui est, bon, qui est pas, ah oui, j'ai toutes mes icônes qui sont rendues à droite. OK. Qui est non stretché, qui est comme ça, puis avec un auto-stretch boosté qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est vraiment une image brute, telle qu'elle est sortie du stack après avoir été calibrée. En passant, moi, j'utilise là, le script Weighted Batch Preprocessing dans PixInsight, mais libre à vous d'utiliser celui que vous voulez, mais ils ont vraiment fait des progrès avec ce script-là parce que ça incorpore beaucoup d'autres traitements intermédiaires. Et la même chose, ici, on a l'image dans le rouge, ici, la même chose. C'est des images brutes. On a le vert ici et on a le bleu. Et vous allez voir ici en bas, il y a eu de la dérive pendant des pauses. C'est assez courant et ça va dicter un petit peu le crop qu'on va faire au début. J'ai pas choisi l'option autocrop. On peut choisir dans le pré-traitement de faire un autocrop automatique. Dans ce cas-ci, moi, je ne l'ai pas fait. Et la couche H-alpha qui est ici, qui a réussi, eu beaucoup de dérives. Ça Donc, représente combien les expositions de combiner à peu près? dans ce cas-là, habituellement, je fais à peu près une dizaine d'heures en tout. Dizaine d'heures, Ouais. chacune des couches? Non, en tout, en tout. Je vais faire en général peut-être un 6, 7, 8 heures en luminance, puis peut-être Toujours en Benning une heure 2. et demie. Toujours en bin 2 par 2 dans mon cas. Ouais. Ouais. Puis, j'ai une autre question. Tu as parlé de 6 minutes. Ça, c'est pour les L. Ça, Puis le c'est les H, L, c'est ça. H1, c'est Les quoi? R, les G, les B, ça, c'est 2 minutes. Puis le H1, Le HA, c'est des 10 minutes. 10 minutes. Ouais. Ouais. C'est à En général, ouais. Dépendant de la cible, là, mais en général, c'est ça. tu à 0.7 au niveau de la Oui, résolution? Ouais. 0.7 secondes par pixel de résolution. OK. Il faut dire que j'ai un 14 pouces qui fonctionne à f7.7. Ça fait une longueur focale de 2700 mm, c'est long. Et les pixels de la 2600 ici sont quand même petits. OK. Fait que ça me donne en bin 2 par 2, ça me donne 0.7 secondes par pixel. En P9, ce serait trop. Oui, ce serait trop. Ouais. Hmm. J'ai essayé bin 3 aussi, bin 4, j'ai fait toutes sortes d'essais. Fait que pour moi, là, c'est pas mal le setup optimal. C'est sûr que c'est légèrement oversamplé, mais quand il y a des belles nuits, on en profite. Ça vaut la peine. La seule contre-indication, c'est que ça fait des images avec beaucoup de pixels pour des grosses étoiles. Mais avec Blur Exterminator, là, c'est du bonbon. C'est du bonbon. Alors, c'est ça qu'on va faire. Alors, ce que ça a fait, c'est que ça a généré cette image finale-là. Alors, on voit ici les accents H-alpha. Donc, quand on parle d'ajouter du H-alpha, là, on ne veut pas tout colorer en rouge, là. On veut vraiment juste aller chercher les régions H2, qui sont en général dans les bras spiraux, souvent aux extrémités. C'est la seule contribution D'accord. qui est voulue du H-alpha. H-alpha dans un cas comme ça. Alors, dans Pour- le fond, on va juste vous encore. Alors, si tu mets le H-alpha combiné avec le L, puis non, après, avec le LRGB. LRGB, Oui, OK. avec l'image finale. OK. Une fois Mais, l'image LRGB Starless finie, ouais, on va rajouter le H-alpha Starless OK. avec le petit script que je parlais tantôt. OK. Puis après ça, Ensuite, on les ajoute les étoiles. étoiles. OK. Donc, Ouais. 3 steps.
Comme ça, on ne contamine pas les étoiles non plus avec du H-alpha, là. Puis, Si tu prends une caméra couleur, tu vas rajouter un filtre à chat devant. non, Non, ça marche pas. non. Oui, ça marche pas. Tu peux mettre du HA avec une caméra couleur, c'est juste que tu perds la sensibilité. Ouais, tu perds la sensibilité, ouais. Tu pourrais utiliser un film, ouais, tu pourrais faire ça. Oui, si Mais ça tu vas marche. avoir juste un pixel sur quatre qui va capturer l'information parce que c'est dans la longueur d'onde du rouge. Donc, tous les autres pixels, le vert et le bleu, ne vont pas capturer l'information, ça passera pas. Ton filtre H-alpha va laisser passer uniquement dans la longueur d'onde du rouge. Donc, tu vas avoir un pixel sur quatre qui va contenir l'information. Tu vas faire l'interpolation, mais OK, mais avec ce que ça va. dans ce cas-là, tu auras un chat, tu vas le chercher. Ben, moi, je suis en monochrome, là. Oui. Faut vraiment aller chercher ça. C'est pas de caméra couleur. Ah non, c'est une caméra mono. Je Ça, vais c'est en une parler, caméra mono, là. je vais en parler après. Moi, je dis qu'on peut le chercher moins bien qu'une mono, il n'y a pas C'est de ça. doute. Ouais, On perd une partie de sensibilité, c'est ça. mais on peut quand même aller en chercher d'une manière un petit moins bonne que ce qu'on voit ici. C'est bon? OK. Alors, la recette, je l'ai déjà toute faite ici schématiquement, grosso modo. Il y a des étapes intermédiaires, surtout à la fin. Mais disons, dans la séquence du traitement, c'est un petit peu les incontournables. Si on regarde ici, bon, ben, Blink, Weighted Battery Processing pour le pré-traitement, on se retrouve ici, à ce stade-ci, avec quatre masters, le master luminance, le rouge, le vert et le bleu. Et on va suivre ici, après ça, le cheminement pour la luminance. On va la traiter ici de haut en bas, dans ces étapes-là. Et cette séquence-là, l'ordre des commandes est quand même assez important. Là où ça va faire une différence, après ça, dans la qualité du traitement, c'est à la fin ici. Et ça, ce n'est pas détaillé ici. Ici, c'est marqué juste sharpening, mais dans le fond, dépendant de votre image, et dépendant de la cible, euh, il va y avoir beaucoup plus d'opérations, mais ça, j'en parle pas. Ça, c'est autre chose. Mais on peut appeler ça comment je pourrais dire, le peaufinage. OK, cette section-là. Ouais. Fait que, en anglais, ils disent la sauce, le sauce. C'est de sauce. C'est là que ça se passe. Mais aujourd'hui, on va juste se concentrer sur les étapes essentielles. Puis après ça, rendu au sharpening, là, c'est toute la finition, dépendant aussi des défauts que vous avez eus à la capture, là, puis qui peuvent être variables. Et puis, c'est pour ça qu'il y a plein d'outils aussi, puis de scripts, hein. On utilise ce qu'on a besoin, puis d'une fois à l'autre, c'est pas toujours pareil. Mais ça, j'en parle pas dans ce cas-ci. Alors, c'est libre à vous. Puis après ça, la même chose pour le rouge, le vert et le bleu. Il y a une séquence ici qui est légèrement différente à cause de la présence de la couleur. On va en parler. Et puis après ça, quand on combine ici, on finit ici avec une LRGB Starless. Donc, on a notre image qui est presque finale, mais sans étoiles. Et d'un autre côté, ici, on aura séparé des étoiles LRGB qui ont de la bonne couleur. Et puis, on va regrouper ça ici pour faire une image LRGB finale. Là, je n'ai pas montré ici, là, ça n'incorpore pas le H-alpha, là, mais le H-alpha, dans le fond, il vient s'incorporer ici au LRGB. J'aurais pu faire une autre branche ici pour dire on rentre le H-alpha ici avant de le combiner avec les étoiles. Dans le fond, on pourrait quasiment le faire après, là, mais en général, on le fait là. Je le vois, tu fais aussi un Graph Expert là, pour le matériel. Oui, oui, on fait pas mal toutes les mêmes étapes là, qu'en luminance, mais disons que c'est moins critique parce que on va juste aller chercher des taches, comme on a vu, là, des taches roses qui sont pas nécessairement bien définies. C'est des nébuleuses, c'est des zones floues. Fait que ça n'a pas besoin. On veut pas aller. Si c'est crisp, là, c'est pas beau. Ça a l'air C'est pas artificiel. naturel. C'est ça. Donc, on cherche pas nécessairement beaucoup de sharpening. Alors, si on commence ici par la luminance. En fait, si on suit le schéma, la première étape ici, on va juste faire la luminance pour l'instant. Euh, on a un crop à faire. Mais le crop, on va commencer par regarder. Vous avez vu tantôt, vite, vite, que le bleu, il y avait une bande ici en premier. Donc, c'est important pour que tout soit aligné, parce que là, déjà, ces quatre images-là sont alignées. Ils ont passé par le processus. On peut les superposer. Toutes les couleurs vont être alignées, puis ils vont être alignées avec la luminance. Donc, si on fait un crop, il ne faut pas faire un crop différent sur chacune parce qu'on perd notre alignement. Alors, on fait un crop qui est le même pour tous. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on va commencer par celle qui a besoin du plus gros crop, ou le plus serré. Dans ce cas-ci, ben, ça va être le bleu. Fait que si je fais tout simplement ici Process, puis là, ben, il y a bien des façons de se rendre à chaque commande.
Puis pour simplifier les choses, je vais y aller par ordre alphabétique parce font tous partie de catégories, mais pour tout simplifier. Puis là, je me rends compte que, Dynamic. ouais. Colonne, troisième colonne. Ouais, ok, parfait. Parce que Question avec la de résolution, tout est changé. Oui, pourquoi ne pas le faire dans WBPP, le crop Non, automatique? non. oui, on pourrait. Ah, Mais c'est parce que On moi, j'aime pourrait. avoir le contrôle, Agressif simplement. aussi. c'est un peu plus agressif. Ouais. Ouais. Oui, parce que les tracks pixels est précieux. Non, c'est pas vrai. Ouais. OK. Des fois, il coupe trop. Mais, Tu sais, il fait un effet, C'est correct de le faire, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Ça fait une belle job. des fois, il Mais est moi, c'est par choix. J'ai choisi de contrôler. un peu large, OK? La bordure du manche n'est pas large. Pas toujours. Fait que finalement, tu l'avais Assez pas vraiment. critique. Fait que- Alors, bon, je vais y aller rapidement de façon aléatoire. Comme je vous dis, là, moi, je peux passer des heures et des heures à le faire. Là, c'est juste pour passer à travers les différentes étapes. J'aime bien ça avoir le petit X aussi qui me permet aussi en même temps de centrer mon image lors du crop. Mais là, bon, OK. Disons que ça, c'est le crop sur l'image la plus amochée. Fait que je vais me servir de ça comme base pour les autres. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que dans la boîte, ici, on a notre triangle d'instance. Je vais juste le tasser de côté ici pour le sauvegarder. Ça sauvegarde tous les paramètres du crop. Et ici, dans le cas du bleu, je vais cliquer sur le crochet pour l'appliquer. Et il fait juste m'avertir que toute solution astrométrique qui aurait été faite va être perdue à cause du crop. C'est correct. C'est pas grave. Dans un autre processus, je pourrais tout simplement prendre le triangle et l'envoyer automatiquement sur les autres images, sauf qu'il s'agit ici de ce qu'on appelle un processus dynamique. Processus dynamique qui s'applique à l'image, on est obligé de fermer l'image pour le réappliquer. Il y a quelques processus comme ça. Donc, je suis obligé de le fermer. Donc, mon bleu, il est fait ici. Je vais passer à la luminance et j'ai juste à double-cliquer dessus. Tous les paramètres sont reproduits ici. Fait que je fais la petite barre ici, le petit crochet, et ça c'est fait. Je vais l'appliquer aussi au rouge. Oups, j'ai oublié de le fermer. Et ouais, ouais, il y a bien des façons de le faire. Je le fais de toute façon pour pas se tromper, disons, pour la majorité des débutants. OK. Fait que ça, c'est pour le rouge. Le vert, on va faire la même chose. Petit crochet. C'est bon. Ferme. Même chose pour l'H-alpha. Pas l'oublier l'H-alpha. Lui, je vais en perdre un petit peu, mais c'est pas vraiment grave pour l'H-alpha pour l'instant. Fait que, voilà. OK. Donc, on a fait ici, dans ce cas-ci, on l'a fait de façon, oups, on l'a fait de façon transversale. Le crop, on l'a fait tout en même temps. Mais à partir de maintenant, on fait ça pour l'argent. Non, on descend, on descend, on descend ici pour la luminance. Donc, on va faire ici notre fond du ciel. Donc, on est sur la luminance. On a un fond de ciel ici qui est quand même pas si pire. Et là encore, il y a différents processus qu'on peut utiliser. On a le ABE, le DBE, le Grasper, puis il y en a d'autres. Il y en a des nouveaux qui sont sortis. Juste pour aller vite, vous utiliserez celui que vous voulez. Juste dans ce cas-ci, pour aller rapidement, je vais faire un ABE qui demande moins d'intervention, juste pour aller vite. Et je vais ici lui dire, je veux soustraire le fond du ciel, comme ça, tout simplement, sans aucun autre artifice. Hop, j'ai oublié de lui dire que je vais remplacer l'image. Voilà, on va recommencer. Replace target image. Je ne vais pas créer une autre image. Je laisse toutes les valeurs par défaut, juste pour les besoins de la cause. Alors, il a retiré, ça c'est fatigant ça. Il a retiré ce background-là qui correspond pas mal. J'ai beaucoup de vignettage dans mon appareil et on le voit très bien ici, même si j'ai corrigé avec des flats, là. Pas sûr que mes flats étaient parfaits. Pourquoi tu vas pas en dire ça? Ben, ouais, je sais, c'est ce qu'on est supposé faire, mais moi, je joue avec la soustraction. La division, elle est faite, je pense, au niveau de la calibration, et non pas au niveau de l'opération par après. Là, on est dans la soustraction du fond du ciel. Mais quand tu soustrais, quand tu enlèves tes flats, ça, ça, c'est de la division. Mais là, on a dépassé cette étape-là. OK. Ça, c'est bien passé, ça. Bon. Alors ici, on a un résultat qui est plus ou moins satisfaisant. Normalement, je fais
du DBE. On peut, si on veut, ici, faire un Gragspert aussi qui fait C'est une bonne job. un bon job, un très bon job, en fait. Euh, Même chose ici, je remplace l'image et soustraction ici, puis on va le laisser opérer. Fait qu'en général, là, je fais une opération de DBE, puis au besoin, du Gragspert. Mm. Parce que pour faire du DBE, il faut placer les points d'échantillonnage aux bons endroits. Puis je peux passer, je suis un petit peu maniaque, je peux passer 20 minutes, une demi-heure à les placer correctement. On n'a pas le temps de faire ça. Fait que bon, on a quand même quelque chose qui est pas super pour l'instant. OK? Alors, on va faire la même chose ici pour les autres. Dans le fond, mon ABE, j'aurais pu. Il est encore là? Non, il n'est plus là. J'aurais pu le Mais tu laisser peux passer ouvert. directement de Grassport dedans. Ouais, on va faire ça, tiens. J'ai besoin de la cause. Parce que je pense que le ABA va t'introduire plus Ouais, dans ce cas-là, oui. différences de Le fonctions. ABA, je le trouve très pratique pour les nébuleuses, dans les cas surtout où est-ce qu'il n'y a pas de ciel noir en référence. DBE, ça te prend quand même un fond de ciel avec des régions où il n'y a pas de gaz comme tel, là. Ouais, ben oui. Fait qu'on va le faire pour les autres, la même chose. De toute Les façon, valeurs par défaut, tout simplement. ouais. Le but, c'est pas de faire une belle image, là, c'est juste pour passer à travers. On va dire que, on va dire que c'est pas pire. Juste sur le bleu. Bon. Ça, on n'a pas vraiment besoin de le faire pour ça, mais juste pour le fun. Bon. OK. Alors, bon, on a maintenant fait ici notre fond du ciel ici. On va poursuivre maintenant avec l'éminence et on va y faire un Blur Exterminator. On ne le fait pas de la même façon en couleur qu'en luminance. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Donc, ici, on va tout simplement y aller avec Blur Exterminator. Et dans mon cas, avec mon 14 pouces, puis comme je vous disais, à cause de un petit peu mon suréchantillonnage, mes étoiles ont tendance à être un petit peu grosses, fait que je peux être un petit peu agressif au niveau des paramètres ici pour faire le sharpening d'étoiles. Et je pourrais même aller là, jusqu'à quasiment, on va y aller à 60, là. Il y a de laisser-erreur là-dedans, mais comme je vous disais, là, c'est juste pour les besoins de la cause. Et Sharpen Non-Stellar pour la galaxie comme telle, c'est tellement efficace, cette affaire-là, qu'on peut quasiment mettre ça au plancher sans trop de problèmes. Et on va l'appliquer. Euh, Si vous avez un ordinateur qui n'est pas parmi les derniers, ça peut prendre un petit bout de temps. Moi, j'ai 32 gigabytes de RAM, fait que ça va avec un processeur i9, donc ça va assez vite. Donc, si on fait un avant et après, quand même incroyable. Ça vaut Ça vaut l'investissement, certain. Incontournable. Il faut juste faire attention. Des fois, il y a des artefacts, surtout dans les bras. Ici, vous voyez, là, ça c'est un petit peu trop. Quand c'est rendu floconneux comme ça, là, il va falloir que je recule un peu. Ouais. Fait qu'ici, je fais un undo, puis je vais reculer un petit peu dans le non-stellar. C'est beaucoup trop. Mettons, on va le mettre à 60%, là, juste pour les besoins de la cause. Mais c'est le genre de vérification que je vais faire avant de continuer. Bon, vous voyez que c'est quand même pas mal mieux. Donc, mes étoiles sont restées petites. C'est le fun d'avoir des paramètres différents. Et j'ai beaucoup ici amélioré mes bras spiraux. Donc, disons qu'on est satisfait avec ça. Dans la réalité, ça va prendre plus de temps. OK. On va ensuite passer à Star Exterminator. Donc, ce que je fais, moi, j'aime bien garder mes images originales. Fait que généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ici faire un clone, là. Là, je prends ça ici, je vais me faire un clone. Je vais remettre celle-là à sa place.
Je vais juste le rebaptiser ici. Je garde, je vais l'appeler ici, je laisse le clone 1. C'est parce que je suis sur deux workspaces. J'ai des backups sur un autre workspace, fait que je vais avoir les mêmes noms. Fait que je conserve le clone 1 dans ce cas-ci, là. Fait que, en général, c'est beaucoup plus simple que ça. Fait que je le baptise Starless, parce que je vais réécrire par-dessus lorsque j'aurai enlevé pour enlever les étoiles. Fait qu'ici, je vais faire mon Star Exterminator. Euh, hop, all process, C'est la navette, c'est la navette. Star Exterminator, voilà. Alors ici, on fait On-Screen Stars ici, et Generate Star Image. Et puis, ça va faire le job. Ça, c'est vraiment très efficace aussi. StarNet qui fait quand même un bon travail, mais je trouve que quand on recombine les étoiles par après, les avoir enlevées avec StarNet, avec Star Exterminator fait un meilleur job que StarNet. Donc, on se retrouve ici avec, on a quand même ici des petits points qui sont des galaxies. Donc, il arrive même à des points petits comme ça à faire la distinction entre une étoile et une galaxie. C'est ça qui est quand même vraiment incroyable. Donc, on conserve la netteté qu'on a ici. Donc, on va juste, on va mettre dans la deuxième colonne. On a notre Starless ici et on a nos étoiles ici. On voit la petite bande verte ici. Donc, on sait qu'on est en mode auto-stretch. On n'a pas encore procédé au stretch. On va le faire ici. Et on est rendu ici dans notre flow d'informations. Alors, sur la Lume Starless, on va maintenant faire un petit peu plus de traitement. Ici, c'est marqué Clone Stamp. Clone Stamp, pourquoi? Parce que ça arrive souvent qu'il y a des défauts ou des motons de poussière, des bangs, des choses comme ça qui n'ont pas été enlevés. Puis ça, c'était pas trop apparent quand les étoiles étaient là. Là, tout d'un coup, ça nous saute en pleine face. Fait que c'est une bonne occasion ici de faire un petit peu de correction avec le Clone Stamp. Comme ici, probablement qu'ici, ça peut être des poussières. Fait qu'on peut y aller avec le mais faut faire attention. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir sur le net, je vais aller voir une image de cette galaxie-là. Est-ce qu'il y a vraiment une région plus noire là? Surtout pour les nébuleuses, là, c'est encore plus évident. Mais même pour les galaxies à l'occasion, est-ce qu'il y a vraiment une zone noire là? Ou est-ce que c'est un bang que je dois aller corriger? C'est pas toujours évident. Puis là, on est en boosted auto-stretch. Donc, les défauts sont plus évidents qui vont apparaître à la fin. Fait que des fois, on peut laisser passer. Comme ici, il y a une zone blanche aussi, que je ne sais pas trop. Il faudrait que j'aille vérifier. Pour l'instant, je ne toucherai pas. C'est juste pour vous dire qu'on a une option à ce stade-ci de faire des corrections dans le fond du ciel alors qu'il n'y a pas d'étoiles. Puis avant de procéder un petit peu plus loin là, dans le processus. Alors, on est prêt maintenant à procéder au stretch. Et je vais ici enlever ça. Et bon, moi, je me sers dans ce cas-ci. Ça, c'est le booster d'auto-stretch. On veut arriver à quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Moi, j'utilise le histogram transformation. Donc, je vais ici. Là encore, il y en a différentes. Il y a 3 ou 4 variantes différentes là, qui existent. Libre à vous d'utiliser celui que vous voulez, celui avec lequel vous êtes familier. Moi, j'utilise le histogram transformation ici. Le GHS, c'est-tu bon, ça? Le Generalized Hyperbolic Il y en a Stretch. qui ne jurent que par ça. J'ai quelqu'un qui est dans mon club qui travaille là-dessus. Moi, Ils ont chacun une force. j'ai un petit peu, ouais, c'est ça. Moi, j'ai un petit peu de misère avec. J'utilise plutôt celui-ci. Fait que je me fais ici, je le mets en mode preview. Je veux ici aller sélectionner ça c'est le clone, achat clone Starless. Non, c'est un petit peu. Non, non, c'est le Lume Clone 1 Starless. C'est juste parce que là, j'ai un autre workspace qui est ouvert, ça vient mélanger les choses. Alors, ce que je fais, en général, presque tout le temps, c'est que je m'en viens ici, le plus à gauche possible. Là, je commence à manquer de place. Avec ma roulette ici de ma souris, je fais juste tourner ma roulette de souris. Et ce que ça fait, c'est que ça vient ici faire un zoom. On le voit augmenter ici. Je pourrais y aller avec les flèches, mais avec la roulette de la souris, c'est beaucoup plus simple. Il faut juste faire attention ici parce que ça doit scroller ici en bas. Alors, je m'en viens ici tranquillement. Et j'essaie généralement de me positionner. Là, je prends encore ma roulette. Généralement, j'essaie de me positionner juste au tout début ici, quand le signal commence à monter ici dans l'histogramme. Ça va être
à peu près ici. Et puis ensuite, de ramener, on a encore de l'espace ici à gauche pour les noirs. Euh, ici, je vais faire un petit peu d'espace, je vais zoomer davantage. Puis je vais le ramasser ici. Et en général, ma pointe d'histogramme ici, là, je la rentre ici dans le premier carré qui est ici. Ça me donne à peu près une valeur. Si je m'en viens me positionner ici dans le noir, puis je clique sur ma souris, j'ai les valeurs ici, 0.11, 0.10. Généralement, mon noir, j'essaie de le garder à peu près entre 0.09 et 0.10, 10% de noir. Mais comme c'est pas l'opération finale, je vais me garder une marge de manœuvre. Puis des fois, surtout avec des nébuleuses, on a beaucoup de détails que si on clippe un petit peu trop dans le noir, on va perdre la richesse du détail. Fait qu'en général, je me tiens à peu près dans le point 10, point 11. Ça veut dire qu'avec le pic est positionné à peu près comme ça. Fait que si je vais rapidement, je peux dire que je suis à peu près satisfait avec ça dans un premier temps. Donc, je vais fermer mon Real-Time Preview. C'est pas drôle avec une résolution comme ça. Alors, je m'en viens ici, le stretcher. Et j'ai mon image stretchée. On n'a plus la petite bande verte qui est ici. Alors, j'ai une image starless stretchée. Donc, on est rendu ici. Excuse, Roger, tu Oui, fais-tu des fois quelques itérations au niveau de ton histogramme ou tu c'est en fais rare, juste une? c'est rare. OK. Juste une fois. Une OK. fois parce que pour moi, c'est un bon guide, ça, de Ouais, l'amener ouais, le parfait. blanc à cet endroit-là, OK. puis le noir. Puis généralement, je suis vraiment pas loin. Ouais. Si je fais des touch-ups par après, j'y vais plus avec l'outil courbe qu'avec l'outil Mhm. histogram transformation. OK. On est rendu ici, Noise Exterminator. Donc, notre starless ici, si on regarde de plus près, quand on fait un stretch, en général, hein, on introduit du bruit. Euh, on va aller l'enlever. Et là encore, avec notre fameux plugin de Ross Cronin qui fait un très bon job, on va ici à notre Star Exterminator, juste ici. Oh, c'est ça. Oh, C'est nice. c'est resto. Non, c'est nice. Excuse-moi. Des noises, merci. Des fois, quand Tu on, technicien. le cerveau, il est sur deux places en même temps. Merci. Noise Exterminator. Voilà. OK. Ici, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs versions d'intelligence artificielle. Et je recommande qu'on choisisse le dernier. Il est quand même beaucoup plus performant, donc le AI3. Et le menu n'est pas le même ici. Si vous regardez ici, j'ai le nombre d'itérations. Si je vais sélectionner le 2, qui était la version précédente, ici, on a un autre, ça s'appelle détail, avec un curseur comme ça. Il ne travaille pas tout à fait de la même façon. Et c'est bon, mais celui-là, il est vraiment supérieur ici. En général, par défaut, je mets les valeurs par défaut, il est à 2. Puis dans certains cas, comme la dernière galaxie que j'ai faite, j'ai vu une amélioration de mettre à 3 plutôt qu'à 2, là, mais à 2, en général, c'est bon. Fait qu'on va juste l'appliquer là-dedans. Et ça aussi, ça fait pas mal de magie. Alors, si on regarde avant, après, et si on regarde, est-ce qu'on a perdu du détail? Ça, c'est la vérification qu'on va faire. Si on va regarder ici, on fait avant, après. Je vais grossir davantage. Avant, après. Ça n'a rien touché. Vraiment, là, C'est magnifique. c'est magnifique, cette affaire-là. Donc, ça nous permet de faire une image ultra détaillée, sans bruit. Chose qu'on a toujours rêvé de faire avant, puis on ne pouvait pas le faire. Avec ces outils-là, là, c'est comme, c'est du bonbon. Oui, Nirvana, effectivement. Alors, on est maintenant rendu ici, dans le bas, déjà. On a passé le Noise Exterminator. Alors là, c'est la sauce, comme je disais, dépendant de la cible qu'on a, des difficultés qu'on a eues. On va venir la travailler, faire du sharpening. Ce que je vais faire souvent avec une Galaxy, un outil qui fait des miracles, qui s'appelle LHE en abrégé, qui est le Local Histogram Equalization pour des galaxies. Ça, c'est un autre outil magique. Si je fais ici un preview, euh, ici, on peut changer beaucoup l'apparence ici en y allant, soit en travaillant à petite échelle, ici sur 40, kernel radius de 42. Si je vais à l'extrême ici, vous voyez, ça change complètement sur quelle portion qu'on travaille. Donc, puis on peut faire deux itérations. Je pourrais travailler à petite échelle ici,
je pourrais y aller juste avec dans la quarantaine, puis après ça, faire un autre pass avec une valeur plus élevée. Ben, Instagram Resolution, en fait, Je je sais pas, c'est une bonne question. Par défaut, il est à 8, puis je l'ai déjà mis à 16, puis ouais, c'est plus long à traiter, puis j'ai pas vu une grosse amélioration. Fait que je sais pas si c'est juste dans le rendu, je sais pas, mais c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. J'ai le, Ouais. j'ai le amount, tu le réduis-tu? Oui, OK. c'est là que je vais aller après. Ici, ma limite de contraste, souvent, par expérimentation, je vais jouer entre 1.5 et 2. Puis bon, ça c'est par expérimentation, là, mais dans mon cas, en général, quand je suis à 1.7, je suis vraiment pas trop loin. Fait que je vais juste cliquer dans l'autre pour l'appliquer. Alors, si je regarde ici, euh, mon liste de résolution. Ici, le petit rond, ça me permet de voir, OK, ça c'est sans l'appliquer, en l'appliquant. Donc, quand on fait 100 avec, on voit ici, c'est quand même un petit peu agressif. Effectivement, je vais venir jouer après ça avec la quantité. Généralement, je vais la mettre dans les 60 à 70%. Alors, avant, après. Euh, je- donc, ça vraiment, ça fait ressortir les bras spiraux. On peut même peut-être être un petit peu plus agressif si on veut, là. On va aller chercher un peu plus de noir. En tout cas, ça, il n'y a pas de limite. On peut jouer assez longtemps. Fait que disons que je vais fermer mon preview, real-time preview, et je vais l'appliquer comme ça. Et après ça, bon, ben, je peux faire toutes sortes d'autres opérations, soit du HDR ou du sharpening, on-sharp mask, des choses comme ça. Le projet, tu l'as déjà essayé, Blue Exterminator, juste dans le serveur, pour faire du sharpening. Non, non. Juste le Blue Exterminator, oui. Surprenant. OK. Surprenant. Donc, si j'enlève ça, j'enlève ce que j'ai fait, puis je vais chercher Blur Exterminator. C'est ça que tu me dis? Non linéaire ou linéaire? Ouais, on est en linéaire, là. C'est-à-dire, on est en non linéaire, là. Parce que Blur Exterminator, normalement, En fait, c'est légal, ça marche peut-être pas. non, c'est ça. C'est Ça ça. marche peut-être pas. Ouais. Mais ça risque. Il faudra essayer. OK. OK. Donc, on est rendu ici au sharpening. Donc, on va laisser ça là pour l'instant. On a fini avec la luminance starless. On va maintenant passer à tout. On va prendre la branche ici, luminance star. Donc, on a nos étoiles ici. Euh, Ici, bien souvent, je trouve que j'ai trop d'étoiles à mon goût, surtout avec un 14 pouces. On va chercher beaucoup, beaucoup d'étoiles qui viennent un petit peu noyer là, le champ. Donc, je ne vais pas chercher à avoir autant d'étoiles que dans l'auto-stretch. Fait que pour ça, je vais tout simplement faire un histogram transformation moins agressif, si vous voulez. Mais ça, c'est propre à chacun. Là, je donne ma recette à moi, là. À chacun sa recette. Ici, j'ai pas vraiment besoin de spécifier ça ici, là, mais c'est clone 1, clone stars. Non, c'est clone 1, stars. Voilà. OK. Fait qu'ici, pour le remettre à 0, bon, je fais juste ici cliquer dans la loupe ici. Je reviens à 0. Fait que je retrouve mon curseur. Je vais faire un real-time preview. Et je vais là encore aller chercher ici le nombre d'étoiles que je veux, à peu près à mon goût. C'est sûr que si j'en mets trop, elles deviennent grosses, surtout que moi j'ai du suréchantillonnage. Donc là, j'y vais à peu près pour l'instant. Disons que je me contente de ça. Comme je vous disais, là, on y va. On y va vite, vite. Aïe, aïe, aïe. Bon. On a maintenant nos étoiles ici, Starlet, nos étoiles c'est-à-dire dans Luminance. Voilà. Alors, vous voyez que l'heure qui est là, 2 heures. Bon, on a quand même fait ici toute la portion luminance. On va aller maintenant, on s'est rendu au fond du ciel ici pour nos 3 couleurs. On est prêt à les combiner. À l'occasion, on va faire un équilibrage de luminosité ici avec une opération qui s'appelle Linear Fit, là, mais là, dans ce cas-ci, je ne le ferai pas. Je vais tout simplement aller directement à la Channel Combination, qui, Channel Combination ici.
Et ici, simplement lui indiquer, celui-là, c'est le Red Clone 1. Oui, quand il y en a trop, c'est facile de se mélanger. Je vais chercher le Green Clone 1, le Blue Clone 1. Voilà. Et on va. Ouais, merci, merci. Oh, la catastrophe. Ah, on aurait eu du fun à calibrer ça, après. C'est beau, là? Red, green, blue. Parfait. Et on va l'exécuter globalement ici. Et on a ici notre RGB. C'est beau, hein? Ouais. Alors, si on fait un boosted auto stretch, on a ça ici. C'est pas grave. C'est tout à fait normal. C'est la même chose quand vous travaillez avec un one-shot caller. Vous avez toujours un fond vert comme ça qu'on élimine immédiatement. Regarde. Alors, ici, donc, on a fait notre channel combination. On va y faire encore une petite opération, un DBE ou un Gragspurt. Ici, attention, si vous faites juste Gragspurt va pas enlever la couleur du fond du ciel. Dans ce cas-là, il faut faire un OBE ou un DBE en couleur. Alors, euh, je vais le faire ici. On va faire un OBE, tiens. Puis on va lui demander d'enlever le fond du ciel. On va regarder les valeurs par défaut, remplacer l'image target image. On va l'appliquer, quitte à faire un Gragspurt à peu près. Alors, ça, c'est le background ici. Qu'est-ce qu'il nous a enlevé comme background? Naturellement, il a enlevé le vert. Et on reste ici avec cette image-là. Vous voyez, il y a quand même des imperfections ici. Je vais juste ici la renommer. Donc, ça, c'est la RGB. Non, je pense. Mettons. Donc, on va passer un petit coup de Gragspurt dans ce cas-là. Je pourrais le refaire, là, mais vous allez voir que si vous faites un Gragspurt, il va enlever les gradients, mais il n'enlèvera pas le vert. Le vert va rester là. Donc, juste hein? Alors, je vais y faire un petit Gragspurt ici, dans ce cas-là. Gragspurt, on va voir ce qu'il va nous faire. C'est quand même un gros spot, là. Je suis pas sûr qu'il va l'enlever, mais on sait jamais. Mais comme je vous dis, normalement, je vais peaufiner pas mal plus que ça. Ah, tiens, ah, il a repéré ici. Ouais. C'est quand même assez. Ouais, ouais, mais en général, la deuxième fois, elle fait pas une grosse amélioration d'habitude. Ouais, non. Ben, attends un petit peu, si je fais avant, après, non. Non, en général, là, il fait ce qu'il a à faire, puis Zéro, zéro, hein. OK. Donc, on a fait ici, on est rendu ici, on a fait le Gragspurt. OK. Là, c'est là que dans le Blur Exterminator, ce qui arrive, bon, moi, j'ai pas trop de problème avec ça, mais il y en a plusieurs que soit parce que le back focus n'est pas correct ou l'optique n'est pas optimale, qui vont avoir dans les coins, hein, ils vont avoir des petites comètes dans les coins. Si je grossis au maximum, ça va être un petit peu étiré, mais il y en a où c'est beaucoup plus drastique que ça. Alors, pour pouvoir faire une bonne calibration de couleur, puis bien souvent, cet étirement d'étoiles-là va avoir des couleurs qui sont réparties, où tu vois le bleu d'un côté, puis le rouge de l'autre, puis le vert quelque part entre les deux. Fait que si tu fais une calibration de couleur là-dessus, ça va un petit peu, il va y avoir un petit peu de difficulté. Donc, avant de faire la calibration de couleur, on va ramener ces étoiles-là dans des points. Donc, avec le Blur Exterminator, c'est là qu'on va choisir l'option qui est bien intéressante. Dans Blur Exterminator, ici, où est-ce qu'on va faire Correct Only. Alors là, il va pas tout rapetisser les étoiles, faire de sharpening sur la galaxie comme on a vu tantôt. Il va juste corriger les étoiles. Alors, on fait ça dans un premier temps avant de faire la correction de couleur pour faciliter justement la correction de couleur.
Alors, on va le faire. Moi, je n'ai pas un cas extrême, là, ça va être peut-être moins drastique, mais ceux qui ont des étoiles étirées. Ouais. Alors, si je fais un avant, après, avant, après. Donc, si vous aviez de la couleur qui est répartie dans ce trait-là, ça aurait été encore plus drastique. Donc, ça résulte en une meilleure calibration de couleur par après. Fait que maintenant, je suis prêt à la faire, ma calibration de couleur, sachant que mes étoiles sont corrigées à ce stade-ci. Donc, on est ici, Correct Only. À ce moment-ci, on veut faire une calibration de couleur avec le Spectrophotometric Color Correction, qui est la dernière itération de calibration de couleur, qui est vraiment supérieure à mon avis. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir fait un plate solve, il faut que le logiciel sache où est-ce que votre image est située. Donc, je suis pas sûr si je dois refaire le plate solve, mais je vais l'essayer. Ouais, j'ai croppé, mais des fois, il y a quand même, ouais, je vais le faire quand même. Astrometry Image Solver. J'ai quand même mon information qui est restée ici. La position est là. Ici, vous voyez pixel size 7 nanomètres, c'est bon. 2700 mm. Excusez la résolution, c'est 0.57, c'est pas 0.7. La seconde d'arc-en-ciel, je me suis trompé. Et ici, je mets une limite magnitude un peu plus élevée. Par défaut, c'est 12. Puis comme moi, mon champ est quand même assez petit avec ma longueur focale, des fois, je suis obligé d'aller augmenter un petit peu ma limite de magnitude pour aller chercher plus d'étoiles. Et je vais faire OK là-dessus. Et il devrait passer sans trop de problème. Si on ne fait pas de plate solve avant, le SPCC, Spectrophotometric Color Correction, ne fonctionnera pas. Et là, Ça vaut plus. non, il va passer pareil. Tu l'as fait? Il est passé. Quand tu fais le WP, là, il a la corde, là, quand tu Oui. mets de l'astrométrie, ça vaut-tu la peine de le faire? Parce que ça rallonge le temps. Tu vas d'où la faire après? Ouais, non, c'est pas critique. Tu pas obligé de le faire. Ah, c'est juste copier le coordonnées. Ça, tu peux les coordonnées. Tu peux copier, ça, Ouais. Non, mais c'est ça, ça ça fait fait un rapide. Une fois qu'on drop, c'est fini. Donc, on a un plate solve qui a été fait maintenant. On est prêt maintenant à notre SPCC. Spectrophotometric Color Calibration. Juste ici. C'est ici qu'on choisit, dépendant de l'objet qu'on a. Bien souvent, bon, ben, en tout cas, moi, surtout, je fais des galaxies. Donc, en général, Average Spiral Galaxy, pour la calibration de couleur, pour moi, ça fait la job. J'ai déjà essayé avec d'autres, là, des types spécifiques d'étoiles, là, qui se retrouvent là-dedans. Ça n'a pas fait un aussi bon travail. Donc, je dirais là, que 95% du temps, ça, c'est bon. Ici, la courbe de réponse de mon capteur, en général, Ideal QE Curve, ça, c'est ce qui va fonctionner pour la plupart des gens. Moi, mon capteur, c'est le Sony 571. Il faut le savoir, là, mais pour la 2600, c'est ça qui est le capteur. Donc, c'est adapté à la réponse spécifique de ce capteur-là. C'est pas une énorme différence, mais quand on cherche à maximiser, on le fait. Ici, mes filtres, dans mon cas, moi, c'est des filtres Baader que j'utilise. Donc, je vais utiliser ici Baader rouge, euh, Baader green et Baader bleu. Je ne sais pas si Sam, tu vas traiter de ça. Il y a des façons d'utiliser ça quand on a des filtres duobands. Ouais. Tu vas en parler? Euh, Légèrement. Peut-être. Ouais. OK. Gaia DR3. Donc ici, c'est le catalogue qu'on utilise le plus récent. Il faut l'avoir installé au préalable avec le processus Gaia. Process Qui Gaia. donne le chemin. Ouais, qui donne le chemin. Donc, il faut aller les downloader avant. On va sur le site de PixInsight, on download le catalogue Gaia. Et puis après ça, il faut se souvenir où est-ce qu'il est. Puis avec le processus Gaia, on va pointer où est ce catalogue-là. Et ça nous permet de le choisir ici. Donc, Background Neutralization. Je vais ici me créer un petit preview. Ici, où est-ce qu'il n'y a pas de fond de ciel. Et je vais lui indiquer ici que j'ai une région d'intérêt ici qui va représenter mon fond de ciel. Et puis, c'est, je déclenche preview 1. Celui-ci, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Ici, oups, Sur la checkbox.
Dans la boîte en haut. Ah, Ça non, ici? Oui, from preview. Tu mets sur dans le checkbox. La from case de cocher. preview. Attends un petit peu, je vois pas. Ici? Là. Ben, Et voilà. il y a un plus. Il y a un plus. Oui, c'est là que ça se passe. Ah, Ouais. ok. Parce qu'il va dire. Donc, quand tu fais ton STF à Parce que là, dans Instagram, tu mets le même principe. Je sais pas. Comme ça? Non? Non, sur la corde, c'est pas ça, comme t'as déjà vu. c'est sur la corde. Tu le dragues là. C'est bon. Et là. À gauche, totalement à gauche. À gauche. Le petit checkmark, Region of Interest, à gauche. Ici. Sur la corde, l'autre en dessous. Ah, ça, ici. Ouais, mais là, c'est plus en preview. Anyway. On peut le choisir aussi. donc. Bon, ok. Bien compliqué votre affaire. Moi, ça marche comme ça. Choisir. Calendar preview, ça c'est quoi? C'est important de le dire. Ah, ok. All right. On revient back on track. Donc, on va l'appliquer comme ça. On va prendre ça sur le temps du prochain. OK. OK. Ici, moi, j'ai demandé, ici, on a passé vite, vite, là, mais ici, j'ai mis un petit crochet à Generate Graphs. J'aime ça, avoir ce crochet-là pour valider que ma calibration s'est bien passée. Si j'avais eu des étoiles un petit peu partout ici, je saurais qu'il y a un problème en quelque part. En les ayant ici sur une courbe qui est ce qu'on appelle le best fit, je sais que la calibration s'est bien passée. Donc, c'est la seule raison pour laquelle je mets ça là. Et ça indique au logiciel que la correction ici pour le rouge moins bleu, puis le vert moins bleu, suit une ligne best fit. Donc, c'est beau, je peux le fermer. Maintenant, si on regarde, on dit, wow, qu'est-ce qui est arrivé là? Mais on va juste enlever l'auto-stretch et le refaire. Je fais un auto-stretch ici. Voilà. Et on a maintenant les couleurs qui sont un petit peu plus proches de ce que ça devrait être. Alors, si je fais avant, après, c'est quand même pas super. OK? Alors, on avance ici. Donc, on est maintenant rendu ici, SPCC. On est rendu maintenant au Blur Exterminator. Et on peut le faire maintenant que les couleurs sont calibrées et y aller de façon un peu plus agressive. Mais comme je l'expliquais tantôt, dans la couleur, on ne cherche pas la netteté. On n'a pas besoin d'être aussi agressif. Vraiment pas. Puis même, ça peut nuire. Moi, j'aime ça, être un petit peu plus, quasiment avoir des étoiles quasiment un petit peu plus grosses qui, au rendu final, vont laisser un halo de couleur autour d'un point fixe pour les étoiles. Donc, ça me donne une étoile qui est pointue, mais qui va avoir un petit halo de couleur parce que la couleur se retrouve dans le halo plutôt que dans le point. Quand on a juste un point, là, on voit pas la couleur. Fait que c'est pas joli. Fait que la couleur, on l'a dans le halo. Fait que pour ça, ben, j'ai une approche un petit peu différente dans mon stretch puis dans le Blur Exterminator. Oui. Blur Exterminator, voilà. OK. Donc ici, si je regarde les valeurs par défaut, elles sont ici à 0.50 et 0.50. Puis dans ce cas-ci, c'est bien correct. Donc, tantôt, on a fait correct only, mais là, c'est pas ce qu'on fait. Là, on fait un Blur Exterminator complet. Et on va le passer dans le moulin. Ça va quand même assez vite, On va là. corriger la galaxie aussi. Oui, oui, Voilà. oui, absolument. Sharpen mon style. Donc, on a ici avant et après. OK? Donc, on est rendu ici. On est maintenant prêt à enlever les étoiles. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça, tu Erreur de tantôt. Oui. C'est quand tu as fait Ton ton drag. drag. Preview. Ah oui, OK, fait que je peux l'enlever. OK. OK. Alors, mon RGB, la même chose. Tiens, ici, je vais enlever mon preview. Je vais enlever toutes les previews. Delete all. Bon. Je fais du ménage. Alors, ça va être mon Starless, ici. Donc, je vais juste faire un clone. Et je le rebaptise. Starless.
Et on est prêt à faire notre Star Exterminator. Juste ici. Voilà, on-screen star, generate star image. Comme ça. Stylus, c'est beau ça. J'aurais pu aussi. Ça m'a rendu, mais pour tel le bon nom, on peut seulement. Ouais, mais c'est parce qu'en général, là, c'est mélangeant parce que j'ai deux workspaces, mais en général, c'est plus facile de se retrouver. Bon. Si je regarde mon ici, qu'est-ce que ça donne? Bon. C'est beau, sauf qu'on voit quand je parlais tantôt ici là, du mouchetage là, avec la couleur là, qui est bruité. Ça, on peut être très agressif dans le débruitage, mais on n'est pas prêt parce qu'on n'est pas stretché encore. On est encore en mode auto-stretch. Euh, ici, bon, Star Exterminator. Voilà, on est rendu ici. Clone Stamp. Fait que c'est là que je vous disais, whoop, ici, là, on a une occasion ici avec le Clone Stamp qu'on peut utiliser, sauf que moi, ce que j'utilise, qui est encore bien meilleur, dans City Astro, c'est où il y a le Blemish Blaster qui est incroyable. Incroyable. Ici, je vais ouais, Auto Stretch, Auto STF. Je vais le retrouver quelque part ici. Et je vais ici avec le zoom. Je vais zoomer. Et ici, je vais faire un shift-click. Donc, je me mets dans le milieu de de ma bulle ici. Je paye sur Shift. Je crée un rond comme ça. Et je vais faire un execute. Paf! Et voilà. C'est Incroyable. apply to main image. Après ça, Ça s'appelle. et exit. Non? Et voilà, si on fait un avant, après, parti. Donc, ça, c'est ici dans Clone Stamp, là, c'est une option là, qu'on utilise maintenant avec cet outil-là. Donc, ça, c'est City Astro. Fait que si vous ne l'avez pas, allez sur le site City Astro, vous allez pouvoir le downloader. Ça ne coûte rien. C'est fantastique. La vie est belle. Je l'ai jamais trouvé, je ne le connaissais pas. Ensuite, on est prêt maintenant à stretcher l'image. Là encore, surtout en couleur, il y en a qui vont utiliser un hyperbolic, un Axin stretch pour conserver la couleur lors du stretch. C'est une option, mais ici, pour simplifier, on va juste faire un stretch ordinaire. Donc, je vais juste ici enlever l'auto-stretch. J'essaie d'enlever l'autostretch, je t'avais ça. OK. Bon. Voilà. C'est ça. Process. Histogram transformation. Ici, je vais remettre les valeurs ici à 0. Ici, je vais prendre. Ça, c'est mon Stylus. J'ai vu qu'on a un Stylus. Voilà. Preview. Et un petit peu comme on faisait tantôt. Où est-ce que je vais amener ça ici, presque au pied. Là où on commence à avoir l'intensité. On voit ici que, bon, ça tasse quand même pas mal. Là, je suis au pied ici de mon signal. Je suis satisfait avec ça. Je peux juste maintenant ramener mon noir un petit peu, comme tantôt, à peu près vis-à-vis de la première ligne ici. Si je clique ici, là-dedans, j'ai une valeur de 0.11, 0.10. Disons que je suis satisfait avec ça. C'est l'intensité que tu as regardé? Oui. Quand je clique ici, là, les chiffres là, qui sont dans la boîte, ça c'est le avant puis après le stretch. Donc, si on regarde à droite, après, le RGB, les valeurs, ils sont 0.0922 ou 0.922, etc. Ça varie un peu, 0.10, 0.11. C'est peut-être un petit peu trop, mais en tout cas, c'est pas bien grave. Là, je vais en enlever un petit peu. À peu près comme ça. Fait que je peux fermer mon preview ici et appliquer ça. J'ai maintenant stretché mon image Starless RGB couleur. OK, je vais faire un reset ici. Maintenant, on est rendu ici avec notre image Starless, couleur. Donc, on est ici, stretch. Il nous reste maintenant à enlever le bruit. Donc, comme on disait tantôt, il y a du bruit ici.
Ici, on peut être très agressif pour enlever le bruit. On n'a pas besoin de netteté. On a la luminance qui est là-dedans. Fait qu'ici, dans mon processus de Noise Exterminator, je vais y aller au maximum. De toute façon, il détruit vraiment à peu près rien là. Fait C'est que- toujours linéaire, oui. Intensity, color separation. Ça, c'est OK. vraiment Ce qui important. veut dire qu'on peut Ouais. utiliser noise sur une image non linéaire. Oui, oui, Oui. Non seulement ça, mais tu peux la répéter autant de fois que tu veux. Wow. Puis Avec Blurex, le la Noise même chose. Exterminator, il détruit presque rien. Puis Blurex, on peut faire la même chose avec Blurex? Oui. Ouais. Si tu veux agir sur Ouais. la couleur, Ouais. tu cliques Intensity, Color Separation. Tu vas aller agir encore mieux sur Des la noise couleur colors ici. en le baissant un petit peu. Ouais, c'est ça. Alors, si on y C'est va avec ça, puissant. C'est vraiment puissant. avant, après, petit, C'est ouais, avant, après, voilà. Alors, c'est parfait. Ça, c'est pas celle-là. Ah, je décline. Ah, OK. Ah, OK. C'est là. OK. Euh, on est maintenant, on l'a pas stretché, je pense, hein? Starless Stars. Ah non, OK, elle n'est pas stretchée ici. Donc, il nous reste maintenant à stretcher notre image d'étoile couleur. On va enlever ça. Et voilà, histogram transformation. Et ici, on est sur les étoiles. RGB, clone 1, Starless Stars. Notre preview. Ici. Non. Bon. Fait que ça, on a nos étoiles de couleur ici. Euh, on va pas exagérer là encore sur le stretch. Surtout qu'on sait que si on approche la saturation, c'est impossible d'avoir une information couleur. Alors, on va juste résolution là, parce que je veux aller chercher mon. Ah. Aïe, ça, c'est talent, ça. Bon. Ici, je vais juste faire un petit zoom ici, là. Et je vais surveiller ici. Si je stretch trop, et je vais voir ici les intensités qui sont ici. Si on regarde les valeurs ici, là, 1.0, impossible d'avoir la couleur là-dedans. C'est saturé. Donc, c'est pour ça on va relaxer, on va se relaxer le pompon ici, là. Puis on va réduire un peu. Si je retourne voir ici, voyez-vous, voilà. C'est sûr que dans le cœur, on va avoir une saturation. Mais au moins en bordure, ici, on a de l'information couleur ici en bordure, qui est le halo d'étoile qui va déborder. Quand on va amener la luminance là, avec un point, on va avoir quand même un halo de couleur qui va déborder. Ça a aussi l'avantage que les étoiles ne s'étirent pas trop. Non, Ouais. Ça élimine la réduction d'étoiles. OK. Donc, disons que je suis satisfait avec ça ici. Je vais fermer mon real-time preview et je vais l'appliquer là-dedans. Donc, j'ai maintenant mes étoiles qui sont stretchées ici, prêtes à être utilisées. Et on voit un petit peu la couleur ici en périphérie. C'est ça qu'on voulait. Voilà. OK. Donc, on est rendu ici. On a stretché l'image Starless RGB. On vient de faire ici notre stretch, oui, pour les étoiles. Et on peut, à ce moment-ci, ici, la saturation, on peut regarder la saturation et en ajouter un peu. Par contre, j'aime pas ici le rouge, ici, il est déjà pas mal saturé, là, mais
Si on n'avait pas cette étoile rouge-là, puis on voudrait C'est bon. saturer un peu, je cherche ici surtout au niveau du bleu, là. J'ai vu tantôt une étoile bleue, là, qui est un bon point de repère. En général, là, je vais regarder les étoiles bleues, les étoiles rouges. Et je vais me baser là-dessus pour la saturation. OK. Disons que pour la saturation, je vais dans ici l'outil courbe. Voyons. Process. Curves. Curve Transformation. Et ici, on a deux options. On a la possibilité ici, le S, qui est pour la saturation, mais moi, j'utilise plutôt le C, qui est dans le mode Color Lab et qui veut dire Colorfulness. J'ai peut-être un meilleur résultat avec ça. Donc, je le mets ici sur la courbe C et je fais mon preview ici. Euh, et en fait, ici, là, en général, je vais juste augmenter ma courbe ici. Si je regarde, avec un gros écran, là, tu sais, j'ai pas besoin de se casser comme ça, là. OK, c'est juste que je vais me faire un preview ici, pour le fun. Bon, fait on voit ici, là, que c'est quand même pas mal. Faut grossir encore plus, là. Bon, ici, voyez-vous, là, si je le laisse comme ça, là, c'est jaune. Le rendu là, c'est comme pas mal trop. Par contre, on voit les petites étoiles bleues qui ressortent. Fait que, tu sais, on va choisir un point milieu, là. Faut pas oublier aussi que ça, c'est le mode couleur pure. Quand on va intégrer tantôt la luminance va venir un petit peu délaver les couleurs. Fait que même si on est un petit peu trop saturé, en amenant la luminance, ça va probablement être un petit peu plus comme on voudrait que ce soit. Ah. Alors, je vais l'appliquer comme ça, mon Oticlo, pour faire ma saturation avec l'option C ici, en mode Color Lab. Donc, on a pas mal complété ici toutes nos opérations individuelles. Il reste maintenant à combiner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire ici notre Starless en combinant la luminance et le RGB. Là, j'espère juste pas me tromper dans mes noms, parce que je commence à avoir pas mal d'affaires. Donc, je vais y aller ici avec ma luminance Starless, qui est en haut ici. Ça. Ouais. Ça, c'est la viande, oui. Ça, c'est la luminance Starless. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire à ce stade-ci? C'est qu'on veut on veut ajouter la couleur. Et c'est le contraire qu'on fait dans le fond. On ajoute la luminance à la couleur. Alors, on va retourner ici. RGB clone 1 Starless, qui est ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ajouter la luminance dans l'image couleur. Alors là encore, pour ne pas perdre cette image intermédiaire-là, je viens faire un clone ici. Et mon clone, je vais le rebaptiser LRGB. Parce qu'il va devenir LRGB. Starless. Ça commence à faire bien des. Marqué J.R. Ouais, ouais, oui, vraiment, là. Pas se mêler encore plus. Ouais. J'ai de la misère à parler et à écouter en même temps. C'est LRGB, Starless, clone. On va juste LRGB. Parce que j'en ai un qui s'appelle Starless. Je vais l'appeler qu'un final. Alors, ce que je vais faire, ça, c'est, dans le fond, c'est juste c'est juste un RGB pour l'instant. Avec le processus LRGB, je vais amener la luminance dedans. Ici. LRGB Combination, qui est ici. Par défaut, toutes ces cases-là sont cochées, mais moi, je veux juste amener la luminance. Fait que je les décoche, je garde juste la luminance ici, et je vais aller chercher ma luminance qui s'appelle Lume Clone 1 Starless. N'est-ce pas? C'est ça. OK. Alors, c'est ça que j'ai ici. Euh, Ici, on a des sliders. On peut changer la part de chacun, de la luminance et de la saturation. En général, 50-50 fait une bonne job, mais c'est arrivé des cas où je trouvais que j'avais perdu de la netteté en incorporant la luminance. Fait que j'étais allé chercher un peu plus de lightness et moins de saturation. Puis, pour une raison que je ne comprends pas, ça fonctionne à l'inverse. Si je veux plus d'apport de luminance,
je vais pas augmenter la lightness, mais je vais réduire le slider. Je sais pas pourquoi c'est fait comme ça. Quelque chose qui m'échappe. C'est le même principe qu'Instagram Transformation. Tu peux l'augmenter sur des classes vers la droite. Ouais, hein, c'est ça. Ah, ok. Vers la gauche. Ok. J'aime. Ouais. Tu l'amènes vers la gauche. Ok. Mais par défaut, en général, là, je vous dirais 50-50, ça fait une bonne job. Et puis, avant, je faisais ici Chrominance Noise Reduction, mais j'ai tellement peu de problèmes avec ça maintenant, avec Noise Exterminator, j'ai pas besoin. Alors, je fais juste draguer ici l'instance dans ce qui était ma RGB, qui devient maintenant LRGB. Donc, si je grossis un peu. Donc, on avait ça avant, qui était le RGB. J'ai introduit maintenant la luminance, avec la netteté de la luminance, et on se retrouve avec ça. Bon, OK, la calibration de couleur n'est pas parfaite, là, mais le principe est là. C'est ça, c'est pour comprendre le principe. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Si je voudrais un petit peu plus d'apport de luminance, je vais faire un undo ici. Puis la même chose ici. Dans mon onglet saturation, je pourrais ici baisser ça, disons, comme là, à 0.34, disons. En faisant ça, je vais amener un petit peu plus de mon image couleur. Vous voyez déjà, là, comme un petit peu plus coloré que tantôt, là. Tu sais, fait qu'on peut jouer, là, pas mal, à l'infini avec ça. Alors, on vient créer ici notre LRGB Starless. On va aller maintenant du côté des étoiles. Donc, on est satisfait avec ça. On va faire la même chose. On va aller ici dans le RGB étoile, qui est Starless. On va faire un clone. Et on va l'appeler LRGB. RGB. RGB Stars. Final. Je vais simplifier ça. Final. Voilà. Et on va invoquer encore le processus LRGB qui est en bas ici, RGB Combination. Euh, donc je prends ici, je vais aller chercher le bon fichier qui est le LUM. Non, ça c'est le LUM Star, LUM Clone 1, Starless, Star, soit je me trompe. Oui, c'est ça. La luminance. Là, non. Ça, c'est notre RGB. Puis là, on amène ici, on amène la luminance dans la couleur. Facile de se tromper. Alors, je vais ici remettre ça à 50-50, là. On verra qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, là. Et on va draguer ça là-dedans. Et là, on se trouve à avoir amené notre luminance ici. On devrait avoir des belles étoiles assez nettes et saturées. Alors, on est parti de ça. On arrive à ça. Alors, on a nos étoiles ici, stars final. Bon. OK. On est rendu ici. Donc, on a notre Starless, on a nos étoiles. Il reste juste à les combiner. Et je vous parlais tantôt d'un petit script euh, en fait, qui est de Ron Brecher. Et, si, non, non, parce qu'on a fait un on-screen tantôt. Attendez un instant. Addition d'étoiles, si je veux juste. Donne-moi juste un instant. Also move to workspace pratique. OK. Là. OK. Bon. Alors voilà le script en question. Ici, il est très simple. C'est la marque tilde qui est en fait le complément. Là, mathématiquement, je ne pourrais pas l'expliquer parce que on comprend plus ou moins, là, mais c'est l'inverse. L'inverse ou le complément. Starless, the stars. Et les symboles qui sont utilisés. Le sommaire ici. Oups. Non, il y a quelque chose qui n'a pas. Non, non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas. Attendez un instant. Je vais aller le rechercher. Ouais, c'est ça.
Process icons, merge process. Je vais juste aller le rechercher, là, je l'ai ici. Addition d'étoiles. Ah, ok, excusez-moi, je me mélange avec H-alpha. Merci. OK. OK, merci beaucoup. OK, fait qu'ici, ce que je fais, bon, je fais juste un double-cliquer ici sur le Starless. Je vais aller chercher ici mon Starless final. Qui est en quelque part. RGB, Starless, Starless final, voilà. Et puis Stars, RGB Stars final. Voilà. Alors, je fais OK ici. Et ici, je fais juste, en fait, destination, je vais créer un nouveau fichier. Au lieu de remplacer le target flash, je vais l'appeler ici, image finale, finale, parce que je l'ai déjà ailleurs, mais je ne vais pas la faire par-dessus. Et ici, oui, la vraie de vrai. Et ici, on fait apply et non pas apply global, on fait apply. Voilà. Et on a, oups, je ne sais pas quoi. Ah bon? Ouais, problème de, c'est que, un petit peu, dans mon Starless. Pourtant, RGB, Starless final, c'est ça? Stars. RGB Stars final. C'est beau. OK. Ici, final. À cause de ton image width qui est. Ici, image width. On peut remplacer ça en une. Color space, same as target. Ouais, Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. ouais, attends un peu. Parce que là, t'as pas de Ça, target, fait qu'il sait pas quoi faire avec ça. ça met pas. Comment tu dis ça? D'après moi, c'est parce qu'il n'y a pas de target, fait qu'il sait pas quoi faire avec ça. T'as juste fermé ton image finale sur la finale. Ah, c'est ça. Ouais, OK, OK. Ici, c'est. Ouais, n'importe laquelle, c'est ça. Ça m'est arrivé l'autre fois, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Merci. RGB. Il y a ben du stock là-dedans, Starless. Non, c'est pas celle-là. Starless. Starless final. Ouais, t'as pas sélectionné. Fait C'est ça. Il est temps que ça finisse, hein? RGB, Starless. Final. RGB, Stars. Final. Non, on va l'avoir. Mais je pense qu'il est déjà sélectionné, là, oui. Non, il n'y a rien. OK. ben, On devrait être correct. Ah, faut l'ouvrir. Ah, OK. Image finale, finale. Image width, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ouais. Voilà. Hey! OK. Alors voilà. c'est bizarre. Donc, on a notre image ici qui est finale, dans laquelle il manque juste le H-alpha qu'on n'a pas amené tantôt, mais c'est correct. On peut le faire maintenant. OK. Ouais. Veux-tu qu'on arrête là, là? Attends, je vais voir ton. Je vais te dire pas longtemps. Non, je ne veux pas vous montrer. Ouais. OK.
Euh, Bon, achète Je pas. voudrais le faire aussi. OK. Mais H alpha, combine, breacher. Je vais aller l'amener ici dans l'autre workspace. OK. Voilà. OK. Alors, le script ici pour le H alpha, dans le fond, c'est pas si compliqué que ça n'a l'air. Si on regarde, il est décomposé ici dans le rouge, le vert et le bleu. Donc, il va travailler canal par canal. Alors, ce que ça dit, s'il vous plaît, ce que ça dit, la formule dit, on prend le maximum entre $t. $t, c'est la valeur du pixel dans l'image ici dans laquelle on va envoyer l'instance, tantôt, qui est le LRGB. On a une image LRGB, on a une image H-alpha. OK? On va envoyer l'image H-alpha dans l'image LRGB avec l'instance. Donc, ici, max, le $t va représenter la valeur du pixel dans l'image target, qui est l'image LRGB. Alors, ce que ça dit, c'est que ça prend la valeur maximale dans le canal rouge entre le LRGB rouge, entre le rouge, c'est-à-dire de l'image LRGB, et le H-alpha. Donc, si le H-alpha est plus intense à ce pixel-là que le rouge du LRGB, override la valeur, donc ça va être plus élevé. Dans le cas contraire, garde la valeur initiale du rouge. Donc, il faut juste augmenter la valeur rouge là où c'est plus élevé dans le H-alpha. Alors, c'est juste ça que ça fait. C'est purement mathématique. Et il y a un facteur ici, la valeur la plus élevée entre le LRGB et H-alpha, mais H-alpha multiplié par un facteur que vous pouvez contrôler qui est A. OK? Il peut être 1.0, 1.5, 1.8. On peut exagérer la valeur du H-alpha et contrôler à quel point on va aller chercher de l'information H-alpha. Alors, juste avec le petit facteur A. Dans le vert, on ne le touche pas, fait qu'on dit c'est $t, donc la valeur du vert reste vert quand on va draguer le triangle. Le truc ici, ce qui est intéressant, c'est le bleu, parce que le H-alpha n'est pas purement rouge. Si on fait juste l'opération qu'on vient de voir, on va avoir une image rouge extra saturée, alors que le H-alpha, il est rosâtre un peu. Pour avoir du rosâtre, il y a un petit peu de bleu. Donc, on contrôle ce facteur-là, à quel point il est plus ou moins rouge ou rosâtre, en, en additionnant du bleu dedans avec le facteur ici qui est B. Donc, la formule est un petit peu plus compliquée. Donc, on dit non, le bleu prend euh, si et seulement si la valeur du bleu est plus petite que H-alpha, prend le T plus H-alpha multiplié par le facteur B, OK, qu'on spécifie. Sinon, prend la valeur bleue telle qu'elle était au départ. Autrement dit, s'il y a du H-alpha là-dedans, ajoute une composante bleue, sinon, laisse-les comme ça. OK? Puis cette Façon simplifiée. valeur-là, ça change. Fait qu'ici, dans les symboles, ici, on a un onglet symbole. On vient jouer avec ça. Donc, par valeur, par défaut ici, la valeur A est à 1 et c'est très sensible. Donc, elle n'allez pas mettre un 5 ou un 6 là-dedans. Mais c'est du SRA, mais ça va quand même assez rapidement. Et le B est à 0.05. Donc, en sommaire, chaque canal est rapporté ici dans un même contenu. Et tout ce qu'on a à faire ici, c'est s'assurer d'avoir les bons noms de fichiers ici dans H-alpha. Donc, si je vais ici dans Expression Editor, et je remplace, je me souviens plus, H-alpha, est-ce qu'on l'a juste avant de faire ça? On l'a-tu traité, notre H-alpha? Non, c'est ça, hein? H-alpha clone, on l'a juste. OK, regarde bien, on va juste faire un stretch rapide dessus, là. Désolé, j'avais oublié ça. Process, histogram transformation. Et c'est monochrome, hein? C'est du H-alpha. Donc, pas s'énerver avec la couleur. On va juste. Et là encore, il ne faut pas exagérer. N'oubliez pas que tout ce qu'on veut aller chercher, c'est les zones H2 dans les bras spiraux. Donc, on ne cherche pas à avoir une galaxie. C'est pas le H-alpha, non? Le RGB cloné. H-alpha, clonant. Oui, mais pas dans Instagram. Ah, merci. Dans Instagram, Ouais, il y a une chance que j'ai les helpers parce que c'est H cloner, hein? Oui, watch là et là qu'à watch. H cloner.
Go. Ah, c'est beau. Ouais, là, faut que tu remettes ton preview. C'est ça. Ah oui, mais on veut, c'est Starless qu'on veut. On a-tu enlevé les étoiles là-dedans? Non, non, pas encore, ouais. On ne l'a pas enlevé. Si je fais ok, bon. C'est pas bien non. On va appeler achat. Starless. Tu veux le voir. Stainless, Rien qui nous process, on va l'avoir. Star Exterminator. Ah ouais. Ici. Non, Ah, c'est Star Wars. merci. C'est là. Process, on essaie d'aller vite, mais Star Exterminator. Et ici, on ne veut pas des étoiles, on veut juste enlever les étoiles dans ce cas-ci. Donc, on y va avec ça. Ah. Et ça, c'est sur ma recette, je n'aurai pas la portion H-alpha, là. C'est ça que j'ai passé tout droit. Voilà. Alors maintenant, on va aller stretcher ça. Instrument transformation. Ici, on va aller chercher. Non, ça doit. H-alpha, non. Ça, c'est achat. Cloneur. Starless. Voilà. Tiens. Alors, là encore, on ne veut pas nécessairement exagérer, là, mais je vais serrer ça un peu. Bon. Fait que ça, on va y aller avec ça. On peut essayer avec peut-être un petit peu moins de stretching, mais on va partir avec ça. Voir qu'est-ce que ça donne. Puis on peut contrôler de toute façon avec notre petit facteur A tantôt. Donc, on a maintenant notre achat cloner Starless qu'on va utiliser ici dans le Expression Editor à la place de achat. Ici, achat clone 1 Starless. C'est bien ça? Parce que oui. Ça, c'est beau. Faut pas oublier d'aller dans le vert, il n'y a rien. Faut aller le changer en le bleu aussi, à deux endroits. Clone 1 Starless. Et ici aussi. En général, je travaille toujours avec les mêmes noms de fichiers, fait que j'ai pas besoin d'aller les changer. Comme ça, on se tire pas dans le pied. Fait que je fais OK. Et je vais laisser les symboles 1 et 0.05 par défaut. Et puis je vais utiliser ça maintenant. Et il faut qu'on fait ça ici dans le LRGB Starless. Nous autant qu'on est non, image finale. Ouais, c'est parce qu'on l'ajoute par après. Normalement, on fait ça avant les étoiles, là, mais disons qu'on le fait à ce stade-ci. Et je fais juste l'amener ici. Bon. Ben, le rose qu'on voit, c'est ça. Ouais. Il y avait déjà. Enfin, Il y en avait déjà, mais ici, là, je vais juste changer mon. Ici, je vais le mettre à 1.5, mettons. Juste pour le fun. 5. C'est beau. Ah, voyez-vous? Avant, C'était là, ça après. On peut le faire un petit peu plus. Mettons 0.9. Voyez-vous? Fait qu'on l'a ici. Mais si on trouve ça un petit peu trop rouge, on peut ici aller y augmenter. Je vais faire un undo ici. Fait qu'ici, au lieu de 0.5, je peux lui dire OK, mettons 0.8, point 0.08, c'est-à-dire. Comme ça. Ça n'a pas changé grand-chose, mais je vais à ce moment-là mettre tiens, un peu plus agressif. Peut-être un point 8 pour le. Juste pour voir que c'est que ça fait. Tiens, juste pour valider le tout. Oh, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais, je pense que j'ai probablement trop de rouge ici, là. Mais de toute façon, c'est comme ça que. Ouais, OK. Fait que
C'est ça qui est, Il y en a c'est ça qui est le truc de toute façon. Cherchez-vous? Ça, c'est Round Drescher, mais il est pas disponible sur un espace public, mais ce qu'on peut faire, c'est avec, si tu distribues les vidéos ou quelque chose comme, là, je peux te l'envoyer, tu peux l'envoyer à la liste des participants, sans problème. Même d'avoir ton graphique aussi, ton process Oui, là, ça en ici, oui. ordre. Ton workflow Ouais. est Ouais, intéressant. parfait. On va faire ça. Ah ouais, merci, C'est Roger. bon? Roger. Merci à vous.